Alors, aujourd'hui, on va essayer de terminer le protocole SNTP. On s'est dit que ce protocole, c'est un protocole très simple qui va gérer le transfert des adresses, le transfert des messages depuis un utilisateur à un autre. Bien sûr, cela va être régi par un serveur ou un modèle client-serveur. On s'est dit que ce serveur aura toujours les commandes des messages, parce qu'on va envoyer un message à ce serveur, le client qui est considéré comme expéditeur, qui doit aussi posséder une adresse valide, et cette adresse valide doit parcourir le message en utilisant ce compte ou cette adresse vers le serveur SMTP qui va utiliser comme infrastructure réseau le réseau Internet. Et le réseau Internet, il va parcourir ce message vers l'autre serveur de l'autre client. Et puis, vous allez avoir ce serveur ou l'autre client qui va récupérer son courrier en utilisant bien sûr un autre protocole ou deux autres protocoles, à savoir le POP et le IMAP. On va les voir dans les séances prochaines, Inch'Allah, pour récupérer son message depuis le serveur distant. Bien sûr, si les deux vont avoir le même serveur, il n'y aura pas de problème, on n'aura pas d'échange entre les serveurs. Mais si vous avez des clients qui possèdent des comptes qui sont différents, par exemple, vous avez un client qui possède un Gmail et l'autre qui possède un Yahoo, et là, vous avez une connexion entre les serveurs qui vont passer le relais depuis le premier client qui va envoyer à son serveur distant SMTP, qui est par exemple le serveur de Gmail, et puis ce serveur de Gmail aura la tâche de transmettre le message vers le serveur SMTP de Yahoo, et bien sûr, vous avez le client de l'autre part qui va récupérer son message depuis son serveur de prédilection, c'est-à-dire le serveur ou son serveur de messagerie ou son serveur de l'adresse qu'il a créée, et non pas du serveur de l'autre client. C'est-à-dire qu'il ne va pas se connecter vers Gmail pour avoir les emails, mais il va se connecter à son propre serveur pour récupérer son code. C'était le principe de base. Bien sûr, ces clients doivent avoir des adresses et doivent créer des comptes sur ce serveur et posséder des adresses mail qui sont des adresses valides pour permettre à ces utilisateurs d'accéder à leur espace et d'envoyer des messages d'une façon très claire. Alors, c'est en utilisant le réseau Internet comme moyen de transfert des emails. On s'est dit aussi qu'on on peut avoir un autre moyen qui est un moyen offline, c'est-à-dire au lieu d'avoir un réseau Internet, on va avoir un réseau local. Et ce réseau local va jouer le même rôle qu'Internet. Au lieu d'avoir ces clients qui sont des clients sur Internet, c'est-à-dire posséder des adresses mail sur Internet, on va avoir ces clients qui vont posséder des comptes ou des comptes selon le réseau local. Et ce réseau local va utiliser bien sûr une application de messagerie. La plus utilisée, c'est Microsoft Outlook, où vous allez avoir la possibilité de créer aussi, où l'administrateur va créer aux utilisateurs des comptes et qui peuvent aussi avoir le même principe qu'on a énoncé pour acheminer leur message depuis un utilisateur vers un autre et en passant toujours par un seul serveur. Ici, la configuration avec le serveur LAN, on aura un serveur central qui est ce serveur de la société par exemple, et puis vous allez avoir cette combinaison, le premier client qui va envoyer son message sur ce serveur-là et l'autre qui va récupérer directement son message depuis ce serveur.
Vous avez le lien entre ces deux clients, c'est le serveur principal. Et bien sûr, derrière ce serveur, vous avez l'administrateur réseau qui va attribuer les accès pour ses utilisateurs, que ce soit celui-là ou celui-là. Et aussi, il va gérer ces transactions, il va leur créer les comptes, il va aussi leur permettre d'échanger les messages d'une façon convenable. Alors ça concerne le principe de base. On a aussi dit qu'on va utiliser des commandes pour faire ces messages ou ces échanges. On va utiliser cette commande qui est la commande hello ou EHLO désormais et qui va permettre de faire la connexion. Vous avez aussi la commande mailfront qui va préciser l'adresse de l'expéditeur. Vous avez aussi Receipt2 qui va faire définir l'adresse de destination. Vous avez la commande data qui va être considérée comme le corps de notre message. Vous avez quitter qui va quitter et help pour obtenir de l'aide. Alors, on va essayer d'analyser un message SMTP et puis on va essayer de le mettre en action d'une façon pratique. Alors, premièrement, vous allez avoir des codes qui sont un peu répartis ici, comme le code 220, le code 250, le code 550, le code 354, et ce sont des codes qui sont attribués par le protocole HTTP. Là, je suis avec le protocole HTTP. Parce que si je suis sur Internet, je vais certainement utiliser le protocole HTTP comme moyen, qui est un protocole de la couche application. Je vais l'utiliser pour acheminer les données, on l'a déjà évoqué, et c'est le protocole qui va pallier le protocole de transport pour faire ces transferts des messages. Alors, S, c'est le serveur, et C, c'est le client. Alors, vous avez déjà le serveur qui va vous dire que je suis prêt. Ça, c'est le serveur qui va dire que je suis prêt. Pour le message ou le serveur de Google ici, c'est google.fr, c'est smtp.google.fr. Il va indiquer au client qu'il est prêt. Puis le client, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se connecter. Il va essayer de se connecter en utilisant cette partie et en utilisant cette commande, qui est la méthode HLO ou la méthode hello précédemment. Il va se connecter, bien sûr, en fournissant un nom d'utilisateur et un mot de passe pour se connecter à son espace personnel. Alors, une fois connecté, le serveur va lui confirmer et bien sûr, il va lui donner ce code qui est le code 250 en disant que c'est un code de succès et l'utilisateur, il est sur son espace personnel ou sur sa base de données, son espace de prédilection qui est en l'occurrence sa boîte mail. Alors, le client, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'envoyer un message. Il va utiliser la commande mailfront. Mailfront, c'est l'adresse de prédilection, c'est son adresse. Dans les applications de messagerie actuelles, c'est par défaut, bien sûr, elle est l'adresse de celui qui est sur la boîte mail. On va utiliser l'adresse par défaut qui est, dans ce cas, c'est mon adresse mail. Alors, le serveur, qu'est-ce qu'il va dire? Il va confirmer avec un code 250 OK. Alors, après, qu'est-ce que le client va dire? Il va préciser celui qui va recevoir ce message. Et là, il a précisé en utilisant la commande receipt2 pour dire que je vais envoyer un message depuis ma boîte mail vers une autre boîte mail. Le serveur va aussi confirmer le choix
de l'adresse mail qui a été établie. Là, vous avez un cas particulier. Là, on va avoir un cas particulier. Et ce cas particulier, si vous avez par exemple un utilisateur qui a précisé une adresse mail qui n'est pas conforme et qui n'est pas aussi valide. Là, vous allez remarquer que cette adresse mail, elle possède déjà un anti-slash, bien un slash comme vous voulez. Alors, cette adresse mail ne peut être valide parce que on aura une syntaxe bien précise. L'adresse mail doit avoir toujours un nom unique, ici, et ce nom ne doit pas comprendre de caractères spéciaux, déjà. À part quelques caractères comme le point, par exemple, mais dans ce cas avec le slash, on ne peut pas admettre cette adresse. On va dire directement que c'est une adresse qui n'est pas valide. Alors, le serveur, il va directement répondre avec un code d'erreur en disant que vous avez un utilisateur qui n'est pas conforme ou qui n'existe pas. En anglais, c'est no such user here, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un utilisateur qui a cette adresse. Et bien sûr, cette adresse n'est pas conforme parce qu'on est en train d'utiliser un caractère spécial dans le nom réservé pour l'adresse. Alors, une fois que l'utilisateur a précisé tout cela, il va revenir vers son message. Ça, c'était le cas particulier où vous avez une adresse qui n'est pas valide. Alors, le client va se diriger vers le data. Et le data, comme on a vu dans le slide précédent, data, c'est pour le corps du message. C'est-à-dire que l'utilisateur va rédiger son message, il va écrire quelque chose dans ce message. On va y revenir sur ce message dans le cas pratique et pour dire qu'on peut joindre ce qu'on veut dans le message d'une façon à être un texte ou un fichier multimédia comme on l'a déjà précisé. Alors, le serveur va lui donner la possibilité d'écrire. Il va répondre en disant que start mail, c'est-à-dire commencer à écrire votre corps du message. Alors, le client ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écrire son message. Il va commencer par l'objet, subject, et il va écrire ce qu'il veut. Et lorsqu'il va cliquer sur Entrée, si tu vas cliquer sur Entrée, le message va directement être envoyé. Ou bien si tu vas cliquer sur le bouton Envoyer, le message sera directement envoyé. Et là, on va avoir notre message qui est envoyé, ou le serveur a envoyé le message. Bien sûr, après le client va déconnecter, va se déconnecter de sa boîte mail. Et là, le serveur va lui répondre en disant que le serveur va couper la transmission, ou closing transmission, c'est-à-dire qu'il a déconnecté depuis la boîte mail de l'utilisateur. Alors, à préciser une chose, que le message peut être de n'importe quelle façon. Il peut être un texte, comme il peut être un message multimédia qui ne dépasse pas les 25 mégas, où la taille ne peut pas dépasser les 25 mégas. Si le message va être plus grand que 25 mégas, l'application de messagerie ne peut pas envoyer ce message de la forme des pièces jointes, mais elle va vous donner un lien vers la base de données. C'est-à-dire que vous allez avoir, au-delà de 25 mégas, vous allez avoir la possibilité de mettre vos fichiers sur un lien de la base de données et envoyer le lien à l'utilisateur qui va lui se connecter à la base de données pour récupérer les pièces jointes. Alors, on va essayer de voir ce message en pratique et toutes ces étapes en pratique en se connectant à ma boîte mail.
Alors là, je suis sur l'espace de Google et je vais introduire ici mon nom d'utilisateur. Bien sûr, dans Google, vous pouvez faire votre nom d'utilisateur avec cette annotation, c'est-à-dire @gmail.com. Comme vous pouvez directement écrire votre nom d'utilisateur d'une façon très simple, sans avoir à donner @gmail.com. Alors, vous pouvez aussi donner votre numéro de téléphone. Et là, on précise que le numéro de téléphone, ce n'est pas le numéro de téléphone personnel ou autre, c'est le numéro de téléphone qui a été associé à ce compte. On ne peut pas donner un autre numéro de téléphone pour se connecter à votre boîte. Alors, disons que j'ai établi déjà la connexion et là, je suis dans l'étape de l'utilisation de la commande EHLO. C'est la connexion vers ma boîte personnelle. Alors, suivant, il va me donner le mot de passe. Bon, là, j'ai introduit mon mot de passe qui est déjà enregistré sur ma machine. Et puis, je vais directement me connecter sur ma boîte mail pour accéder à mon espace personnel. Alors là, je suis sur mon espace personnel. Et ici, le serveur a répondu. J'ai fait une requête en utilisant toujours ce protocole qui est le protocole HTTP. Et qu'est-ce que j'ai fait en utilisant HTTP? J'ai utilisé les codes qu'on les a déjà illustrés pour effectuer des connexions. Et là, je vais passer à l'autre étape qui est l'étape de la création de messages. Alors, je vais cliquer sur Nouveau message et je vais avoir mon message qui va défiler d'une façon ou avoir le corps de mon message. Bien sûr, je vais avoir des options de mise en forme et je vais avoir la possibilité d'écrire mon message d'une façon très claire. Alors, je vais commencer déjà par la façon pour dire je vais faire receipt to. Ça, c'est la case receipt to. Parce que mail from, c'est déjà ma boîte mail. Alors, je suis sur mon espace personnel, c'est par défaut mail from, c'est ma boîte mail. Là, j'ai précisé la même boîte mail, mais on peut préciser d'autres. Et là, c'est pour définir que le message a été envoyé et pour vous expliquer aussi que ici, l'utilisateur va savoir uniquement que le message a été envoyé et il ne va pas savoir que le message a été ouvert par l'autre utilisateur ou pas. À préciser qu'il y a des applications comme par exemple MailTrack qui sont des applications liées à la boîte mail et ces applications peuvent vous donner des notifications lorsque l'autre utilisateur va ouvrir le message. Mais par défaut, le message n'est pas... on aura uniquement la confirmation que le message a été envoyé et on n'aura pas la confirmation que le message a été lu par le destinataire ou pas. Alors, je continue vers mon message. Je vais préciser l'objet. Et là, je suis sur l'étape data ou la commande data parce que je suis en train de rédiger mon message. Et je vais mettre ce que je veux dans ce message. Et je peux écrire ce que je veux dans le message. Alors, après, vous pouvez aussi joindre des fichiers. Vous pouvez insérer des liens. Et comme on a dit, si on aura par exemple des pièces jointes qui sont beaucoup plus importantes que 25 mégas, on aura toujours la possibilité de passer au Drive, qui est bien sûr la base de données essentielle. Et là, on va partager un lien au lieu de partager un fichier. Alors, ça, c'est mon message. J'ai fini avec mon message. Alors, il y a une autre précision ici. Si je vais écrire
Là, c'est pour vous dire que le message, il est, vous avez un robot qui est en train de lire ce que je suis en train d'écrire. Si vous allez écrire, par exemple, si joint un fichier et vous n'allez pas joindre un fichier, vous allez avoir directement, si vous n'allez aussi pas préciser l'objet, on va vous signaler que vous avez oublié de faire la pièce jointe. En disant, avez-vous oublié la pièce jointe? Vous avez écrit joint. Ce sont des mots-clés ou des analyses effectuées par l'application de messagerie et en disant que l'utilisateur a écrit si joint un fichier, mais il n'a pas inséré un fichier. Et le message va vous dire, mais sans joindre un fichier, voulez-vous tout de même envoyer le message ou bien non? Ça, c'est pour dire à l'utilisateur que vous avez oublié de joindre un fichier. Alors, aussi, lorsque vous n'allez pas écrire d'objet, il va aussi vous donner, vous préciser, bon, non, des fois, il ne va pas vous donner l'objet. C'était à notre époque, il y avait à préciser aussi l'objet et à vous dire que l'objet que vous avez, vous avez un message qui n'est sans objet, mais dans notre cas, il ne nous a pas précisé. Mais bon. Alors, vous avez aussi la possibilité d'envoyer à plusieurs utilisateurs de deux façons. Vous avez le CC et vous avez le CCI. Alors, le CC, c'est la copie cachée. Et vous avez le CCI, c'est la copie cachée individuelle. Là, vous avez un groupe d'utilisateurs, on peut envoyer à plusieurs utilisateurs à la fois. Et vous avez ces utilisateurs qui vont voir les adresses mail des autres, mais avec le CCI, vous n'allez pas avoir la possibilité de voir les autres utilisateurs, les adresses mail du groupe, tout simplement. Alors, une fois envoyé, si je vais cliquer uniquement sur Entrée, ma touche Entrée, vous avez, bon, là, Gmail ne va pas supporter l'entrée, mais si je vais cliquer sur mon bouton, je vais directement avoir ce message qui va arriver sur ma boîte mail. Et là, je vais uniquement avoir la possibilité d'avoir que le message a été envoyé, tout simplement. Mais pas la confirmation que j'ai ouvert le message ou pas. Parce que là, on va passer à un autre protocole qui est le protocole de récupération. Là, le message a été bel et bien envoyé, mais il est sur mon serveur actuellement. Lorsque je vais cliquer là-dessus, le serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer mon message et il va me donner la possibilité de lire ce message d'une façon très claire. Là, c'est pour illustrer le principe. Là, j'ai envoyé un message à ma boîte mail, c'est-à-dire, normalement, ce n'est pas possible, mais en utilisant un autre principe, c'est le message va être transmis vers un serveur, c'est-à-dire, c'est ma boîte mail, c'est à moi. J'ai envoyé un mail qui a été établi vers le serveur et ce serveur-là va mettre ce message sur ma boîte mail parce que je l'ai envoyé à moi. Alors, lorsque je vais me connecter au serveur et récupérer ce message d'une façon très claire et très facile. Alors, à préciser aussi que si je vais introduire une adresse qui n'est pas conforme, on n'aura pas la possibilité d'envoyer le message. Par exemple, je vais écrire, par exemple, ça, qui n'est pas conforme. Alors, si je veux envoyer mon message, alors je n'aurai pas la possibilité, j'aurai un code d'erreur qui a été généré dans le message précédent en disant que l'adresse figurant dans le champ n'est pas reconnue. Veuillez vérifier que l'adresse est selon le bon format
même si je vais ajouter par exemple un. Alors, je vais avoir des significations concernant ces adresses et je vais avoir un refus sur ces adresses. Je dois corriger tout ça pour avoir cette adresse mail qui est une adresse mail valide. Mais bon, est-ce que cette adresse, elle existe ou pas? Je ne sais pas, mais je peux envoyer mon message de la façon suivante et vous avez le message qui a été envoyé. Malgré que je ne connais pas l'adresse, mais je l'ai envoyé quand même et j'aurai la confirmation que mon message a été envoyé vers l'adresse suivante. Mais bon, après un certain temps, vous allez avoir la récupération de l'adresse en disant que le message euh, n'a pas été délivré à cause d'une erreur que l'adresse n'existe pas réellement ou cette adresse n'existe pas. Le temps qu'on a pris, c'est ces 2 secondes ou ces 3 secondes, vous avez le serveur de Gmail qui s'est connecté au serveur de Yahoo et là, les deux ont vérifié est-ce qu'il y a un message, un compte de cette adresse ou pas. Alors, la réponse vient du serveur de Yahoo qui va dire au serveur de Gmail que l'adresse n'existe pas. Et il va, à son côté, le serveur de Gmail, il va nous dire que cette adresse n'existe pas, c'est une adresse introuvable. Il va nous préciser un code d'erreur en disant que you haven't address ou this user doesn't have a yahoo.fr account. On n'aura pas un compte avec ce nom directement. Alors, l'espace personnel, il représente dans Gmail, vous avez 15 gigas au maximum. Vous avez 15 gigas à gérer. Pour moi, j'ai 6,04 gigas utilisés. C'est 40% de mon espace personnel. Et jusqu'à 15 gigas, et vous pouvez acheter de l'espace après l'épuisement. Bon, ça c'est gratuit, bien sûr, mais vous pouvez avoir de l'espace, vous pouvez acheter des espaces à chaque fois que vous allez épuiser ces 15 gigas. Alors, on aura aussi à paramétrer notre boîte mail. Vous avez autant de paramètres et ce qui nous intéresse, c'est après qu'on va voir la séance prochaine, Inch'Allah, c'est le transfert en utilisant soit le POP et soit le IMRP. C'est la récupération des messages et on va voir cela en détail et comment basculer entre ces deux protocoles pour récupérer nos emails depuis le serveur distant. Alors, la parole est à vous si vous avez des questions sur ce qu'on a fait jusqu'à présent.